Jurez-vous de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute probité, les fonctions dont vous êtes investis, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elle vous impose et de garder le secret des informations confidentielles dont vous avez connaissance? Moi, Jacques Aktiefon, Akotenou, Tanweho Migan, je le jure. Ce dialogue entre Edouard Ouin-Oro, secrétaire général du gouvernement, et le nouveau haut-commissaire à la prévention de la corruption lors de la cérémonie d'investiture de ce dernier ouvre une nouvelle ère dans la lutte contre le phénomène de la corruption au Bénin. Désormais, le combat contre ce fléau à la peau dure se fera beaucoup plus en amont, même si les mécanismes de répression en aval seront aussi renforcés. Monsieur le haut-commissaire, vous allez assurer l'une des missions les plus difficiles, voire la plus difficile de la nation, de la République. Je voudrais vous féliciter pour votre désignation et vous remercier au nom du peuple béninois pour votre disponibilité. Vous comprenez pourquoi nous avons mis tant de temps à trouver le mouton à 5 pattes. Assurer cette fonction est beaucoup plus difficile que réprimer la corruption. Vous imaginez combien l'attente est énorme à trouver les instruments, la dynamique, les outils pour prévenir la corruption et l'enrayer au plus profond. C'est une tâche compliquée, difficile. Je voudrais vous souhaiter bonne inspiration, du courage pour accompagner le Bénin entier à travers ses institutions, à travers toutes les organisations de la République pour que nous réussissions ensemble à mettre en place partout les moyens efficaces de prévention contre ce fléau qui est le plus grand mal dont souffrent la plupart des pays en développement. Je l'ai toujours dit, nous sommes dotés des moyens de nous développer. Nous avons la volonté, nous ne manquons pas de compétences, mais nos travers constituent le frein essentiel dans ce développement. Et parmi ces travers, la corruption est au premier rang. Bon vent. Au plan structurel, le haut-commissaire à la prévention de la corruption est rattaché à la présidence de la République, quoique la loi fixe son indépendance. Le haut-commissaire dispose dans l'exercice de ses fonctions d'une indépendance vis-à-vis des institutions de la République. Il n'est soumis à aucune autorité hiérarchique. Il ne peut être démis de ses fonctions que pour faute lourde, dispose l'article 7 de la loi. Edouard Loko, Mohamed Barré, Rukiatou Biofay, désigné par le président de la République, Tossou Marcelin Aronoukoun, Arokanou Fernand Baguidi et Ntagiranda pour le compte de l'Assemblée nationale, Armand Godonoussou, Basile Thibozo et Lionel Begondé pour le compte des professionnels des médias. Ce sont là les membres de la 7e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC. Ils ont été installés dans leurs fonctions par le chef de l'État Patrice Talon après avoir prêté serment. Ils prennent donc les manettes de la régulation du secteur des médias pour un mandat de 5 ans. En les renvoyant à l'accomplissement de leur mission républicaine, Patrice Talon, président de la République, a insisté sur l'ampleur de la tâche qui les attend dans ce domaine crucial de la démocratie. Au nom du peuple béninois, je déclare installer la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, 7e mandature. Je voudrais vous exhorter à exercer vos prérogatives
avec dévouement, abnégation et esprit de discernement pour la protection, la promotion, la police et la régulation du secteur de la communication et des médias. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, membres de la Haute Autorité du Audiovisuel de la Communication, je vous félicite pour vos élections et désignations respectives. Et au nom du peuple béninois, je vous adresse mes remerciements pour votre disponibilité au service de la nation. Je voudrais vous exhorter à exercer vos prérogatives avec dévouement, abnégation et esprit de discernement pour la protection, la promotion, la police et la régulation du secteur de la communication et des médias. Je vous encourage, je vous souhaite bon vent. Merci. Cérémonie de passation de service à la RAC. Rémi Prosper Moretti s'en va et Edouard Loko s'installe. Le président sortant de la RAC, Rémi Prosper Moretti, est satisfait de son bilan et disponible à accompagner son successeur dans l'accomplissement de sa mission, celle d'opérer des réformes significatives dans le secteur des médias au Bénin. 5 années durant, nous n'avons jamais enregistré de débrayage du personnel. Cela grâce au sens élevé et responsable du Central RAC que je ne cesserai jamais de saluer et de féliciter. Quant à mes collègues sortants, comme moi, je dis que la barque de la RAC n'a pas été facile à conduire et que sur la route, dans les tempêtes, nous avons fait ce que nous pouvons. Ce que je sais, c'est que nous avons fait avancer l'embarcation et que la nouvelle équipe pourra continuer sans difficulté la marche vers les réformes tant souhaitées par son Excellence le Président Patrick Talon. Je vous souhaite un bon mandat et vous conseille de ne pas déroger à la tradition qui consiste à tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Surtout que vous avez au sein du Conseil que vous présidez désormais 3 valeureux et laborieux conseillers qui ont fortement œuvré pour faire avancer la RAC sur la 6e mandature. Aussi, j'invite tout le personnel à se serrer davantage la ceinture pour relever les grands défis. J'en appelle alors à la synergie d'action afin que les résultats escomptés puissent être atteints. À son tour, le président entrant, Edouard Loko, a promis avec son équipe faire de son mieux pour le rayonnement de la presse béninoise. Le journaliste est une profession. Le journaliste est une profession qui a ses règles. Et ensemble avec vous, je dis bien ensemble avec vous, nous allons remettre l'église au milieu du village. Monsieur le Président de la RAC 6e mandature, j'aimerais encore une fois vous féliciter. J'imagine que ce ne fut pas facile. Quelqu'un a dit que toutes les réformes ont leur part de mélancolie. C'est pour ça que jusqu'à cette mandature, tout le monde partait ensemble. Mais aujourd'hui, le tiers reste et les 2 tiers s'en vont. C'est une avancée, comme ça peut paraître aussi comme quelque chose de frustrant. Mais je sais que vous tous qui êtes des partants, vous allez sur d'autres fronts. Et au cas de la RAC, je nous poserai des questions, une petite question. Est-ce que depuis 30 ans, est-ce que nous avons réussi à faire de la RAC une administration de régulation, une administration bureaucratique? Nous trouverons les réponses ensemble et appliquerons les solutions qui s'imposent. Merci, Monsieur le Président.
on ne dit pas à un soldat félicitations quand il va au front. Venez me dire du courage. Merci. Rappelons que jusqu'à sa nomination, Edouard Loko a été chargé de mission à la communication du président Patrice Talon depuis 2016. Ancien président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, il a présidé le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Edouard Loko a également été vice-président de la 4e mandature de la RAC. Il est connu pour son professionnalisme et son engagement pour une presse béninoise acquise à la consolidation de la démocratie. Il a été élevé en 2021 au grade de grand officier de l'Ordre national du Bénin pour son dévouement au service de la nation. La journée de l'artisan béninois, la JAB, instituée par décret numéro 2010-145 du 28 avril 2010, la journée de l'artisan béninois, dont la date de célébration est actualisée par décret numéro 2022-330 du 8 juin 2022, est la plus grande manifestation nationale du secteur de l'artisanat qui vise à honorer les artisanes et artisans pour leur implication combien importante et leur contribution au développement économique et social de notre pays. L'artisanat béninois, de par sa diversité et du nombre d'emplois qu'il crée, est un maillon indispensable en raison de sa contribution significative à la formation du produit intérieur brut, estimé à plus de 13%. Il est un puissant outil de développement socio-économique. Constitué de 8 branches, 40 corps de métiers et 175 métiers, il est la deuxième source de création d'emplois au plan national après l'agriculture. Le gouvernement a pris en compte ce secteur à la hauteur de son poids socio-économique en inscrivant dans ses programmes d'action PAG 2016-2021 et PAG 2021-2026 la résolution d'accompagner, de former et de professionnaliser les artisans. Le secteur de l'artisanat devrait se soustraire de l'informel pour se formaliser afin de mieux bénéficier des opportunités offertes par le gouvernement aux micro, petites et moyennes entreprises formelles. De nombreux défis restent à relever, certes, mais je reste convaincu que la volonté, l'endurance, l'ingéniosité et les performances affichées aujourd'hui par le secteur augurent d'un avenir plus rayonnant. En guise de reconnaissance au travail bien fait et à leur ingéniosité, la célébration de la journée de l'artisan béninois de cette année 2024 sera marquée d'un cachet spécial à travers l'octroi aux artisans méritants au thème d'un concours d'innovation et de créativité dans 4 branches d'activité artisanale retenues sur les 8, à savoir la branche 1, agroalimentaire, alimentation, restauration, la branche 3, métaux, construction métallique, mécanique, électromécanique, la branche 4, bois et assimilé, mobilier et ameublement, et enfin la branche 8, artisanat d'art et décoration. Cet acte symbolique constitue la marque du gouvernement à travers le département ministériel dont j'ai la charge de reconnaître la valeur
des artisanes et artisans et de leur rendre un hommage mérité. Dans un contexte de crise humanitaire sévère, une lueur d'espoir pourrait émerger au Soudan. Selon l'agence de presse officielle des Émirats arabes unis, le président Mohamed bin Sayed Al Nahyan et le président du Conseil souverain soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, se sont entretenus jeudi dernier par téléphone pour discuter de la crise au Soudan. Durant cet entretien, le président émirati aurait réaffirmé son engagement à soutenir les initiatives visant à mettre fin aux violences et à promouvoir la stabilité dans le pays d'Afrique du Nord. Bin Sayed Al Nahyan a également souligné le soutien continu d'Abu Dhabi aux efforts humanitaires. Un dialogue renouvelé entre Abu Dhabi et Khartoum pourrait ouvrir la voie à une solution durable pour la crise. En attendant, le conflit qui dure depuis avril 2023 a déjà causé environ 15 000 morts et déplacé 10 millions de personnes selon l'ONU, avec des combats qui se sont étendus à 12 des 18 États du Soudan. Les conditions de vie dans la prison centrale de Makala inquiètent. Le principal pénitencier de Kinshasa, la capitale congolaise, compte actuellement environ 15 000 détenus alors qu'il ne peut accueillir que 1 500 personnes. Conséquence, les prisonniers doivent s'entasser les uns sur les autres. Aussi, des organisations qualifient-elles cette prison de mouroir. La vie à Makala est jugée inhumaine par Stanis Boujakera. Le journaliste congolais y a séjourné pendant des mois. Sur les réseaux sociaux, il diffuse des vidéos qui dépeignent l'enfer dans lequel la population de cet univers carcéral est plongée. Le ministre congolais de la Justice parle des images anachroniques, rejetant les allégations sur les mauvaises conditions de vie à Makala. Constant Moutamba évoque des initiatives en cours pour tenter de désengorger les prisons congolaises dans la libération des prisonniers, au cas par cas. Dans un quartier modeste de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, un centre d'éducation pour la santé sexuelle des jeunes a formé 160 éducateurs pour sensibiliser le public à la prévention et au traitement des maladies et infections sexuellement transmissibles. Malgré les campagnes de sensibilisation menées à travers le pays, il subsiste un faible niveau de connaissance des modes de transmission du VIH chez les adolescents. Niwaline Dangou, porteuse du VIH, est désormais agent de santé dans ce centre, le même qui lui a sauvé la vie alors qu'elle pensait être condamnée. Je suis une orpheline totale. J'étais la seule personne qui doit pouvoir prendre les traitements tous les jours. Et je prenais des traitements sans arrêt. Que je suis infectée par le virus du VIH-Sida. Depuis ma naissance, plusieurs fois j'ai tenté de pouvoir me suicider en prenant des médicaments pour mettre fin à ma vie. Selon Chris Fontaine, responsable de l'ONU-SIDA en République centrafricaine, la guerre et la pauvreté ont accentué les difficultés à obtenir une bonne éducation, en particulier chez les jeunes femmes. Les inégalités entre les sexes et les violences sexistes ont rendu les femmes de la République centrafricaine plus vulnérables au VIH. Les statistiques montrent que parmi les personnes âgées de 20 à 24 ans, l'on compte plus de 2 infections féminines pour une infection masculine. Le gouvernement centrafricain s'est équipé de machines permettant de détecter le VIH et déterminer le niveau de la charge virale en l'espace d'une journée. Au village de Jeux Olympiques de Paris 2024, des athlètes ont immortalisé lundi leur nom sur les poteaux du mur de la Trêve. À travers cette initiative, les dirigeants du CIO et de Paris 2024 ont voulu lancer un appel en faveur de la paix alors que la planète est secouée par moult conflits. Aujourd'hui, vous, les athlètes olympiques, vous êtes les ambassadeurs de la paix de notre temps. Vous venez des territoires des 206 comités nationaux olympiques et de l'équipe olympique des réfugiés du CIO. En tant qu'ambassadeur inspirant, vous faites des Jeux olympiques un symbole de paix. Puisse cet appel inspirer tous les dirigeants politiques du monde pour qu'ils agissent enfin en faveur de la paix.
Œuvrer en faveur de la paix afin de permettre à chacun de résider dans son environnement traditionnel, alors que les conflits poussent souvent des millions de personnes à quitter leur pays. Au cours des 3 prochaines semaines, les rêves deviendront réalité. Mais mon rêve et le rêve de nous tous ici, c'est qu'à l'avenir nous puissions tous vivre en paix et que personne ne perde sa maison. La cérémonie d'ouverture des 33e Jeux Olympiques se tiendra à Paris le 26 juillet avec la participation de 205 délégations d'athlètes. Vu de Moscou, le retrait de Joe Biden de la course à la présidentielle n'impressionne pas autant, surtout que le patron de la Maison-Blanche, clame certains, a cumulé les bourdes. Son dernier débat contre son rival Donald Trump avait poussé plusieurs démocrates à réviser leur choix. Interrogés, certains moscovites cachent mal leur désintérêt. Vous comprenez que Biden est une marionnette dans les mains de quelqu'un, et Trump sera la même marionnette. L'argent dirige le monde. Si plusieurs dirigeants du monde ont apporté leur soutien à Joe Biden pour son retrait, les autorités russes n'ont pas voulu commenter cette décision. Cependant, elles comptent maintenir leur opération en Ukraine, quel que soit le président qui sera élu aux États-Unis. Cela n'a pas de sens de compter sur le fait que quelqu'un d'autre que Biden gagnera les élections et que quelque chose changera en mieux pour la Russie. Nous ne devrions compter que sur nous-mêmes. Développer notre pays et soutenir notre président. Nous devrions tenir compte de ce qui se passe à l'extérieur de notre pays sans en faire une question centrale. Nous devrions également être amis avec ceux qui veulent être nos amis. Loin de Moscou à Washington, le choix du successeur de Joe Biden alimente les discussions. Les démocrates se sont donnés jusqu'à mercredi pour enregistrer la liste des candidats potentiels avant la convention attendue au mois d'août prochain. Une mosquée, ou plutôt ce qui en reste dans la bande de Gaza. Les opérations de l'armée israélienne dans l'enclave palestinienne n'ont pas épargné ces lieux de prière pour les musulmans. Il faut désormais parcourir de longues distances pour trouver un lieu de culte. Ici, vous avez la mosquée. Depuis le début de la guerre, les gens ont cessé de prier dans cette mosquée parce qu'elle a été bombardée. Les gens n'y avaient pas prié pendant 2 mois, ni les prières quotidiennes, ni les prières du vendredi. Aujourd'hui, c'est difficile de prier le vendredi. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre 2023, des dizaines de mosquées ont été détruites dans la bande de Gaza, principalement par des frappes israéliennes. Mais pas que. Les systèmes de distribution d'eau dans l'enclave palestinienne ont été mis à mal aussi par 9 mois de conflit entre le Hamas et Israël. Les mosquées ont été bombardées. Avant de prier, il faut se laver. Mais aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se laver car il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien qui rappelle les rituels que nous avions l'habitude de pratiquer. Certaines mosquées sont même vides. Les opérations militaires de Tzahal dans la bande de Gaza ont déjà fait plus de 38 000 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas. À 4 mois de la présidentielle américaine, les démocrates sont dans une expectative née de la volonté de Joe Biden de mettre fin à sa campagne de réélection. Près de 4 700 délégués auront en peu de temps la lourde tâche de choisir un nouveau porte-étendard pour défier le républicain Donald Trump le 5 novembre prochain. Maintenant que le président Joe Biden a choisi de ne pas poursuivre sa candidature, cela crée ce qui est techniquement une convention ouverte à Chicago le mois prochain. Il a soutenu la vice-présidente Harris. Il va y avoir un resserrement des rangs que nous voyons déjà, mais il y a des responsables du parti, des dirigeants de partis dans tout le pays qui veulent un véritable processus ouvert. Si Kamala Harris est adoubée par Joe Biden, les règles du parti ne permettent pas au président d'imposer un candidat. Il est important de noter que le soutien de Biden à Mme Harris n'est qu'une déclaration politique. Il n'y a rien de légal dans les règles du Parti démocrate.
Il avait obtenu les délégués en se présentant à toutes ses primaires au début de l'année. Il peut libérer ses délégués, il ne peut pas légalement les obliger à choisir quelqu'un d'autre. Cela dit, il est évident que le soutien d'un président en exercice est important. Le président Biden a été poussé à repenser cette course en raison de son âge et des inquiétudes quant à sa viabilité en tant que candidat. Mais il jouit toujours d'un grand capital sympathie au sein du parti et son opinion compte. Avant le retrait de Biden, les noms de Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, et Gretchen Whitmer du Michigan circulaient comme candidats potentiels. Beaucoup de choses restent en suspens, mais une chose est claire, le candidat, qu'il s'agisse de la vice-présidente Harris ou de n'importe qui d'autre, ce candidat doit encore obtenir la majorité des votes des délégués, que ce soit avant ou pendant la convention, parce que le président Biden a dû le faire aussi. Il s'est assuré le vote par le biais de la primaire, mais il n'avait pas encore été investi en tant que candidat. Selon des sondages, Kamala Harris pourrait faire de meilleurs scores dans les swing states, ces États qui ne sont dominés par aucun camp, chez les jeunes électeurs, les Noirs et les femmes. Kamala Harris a pris la parole pour la première fois lundi depuis que Joe Biden lui a apporté son soutien pour l'investiture démocrate à la présidentielle de novembre. La vice-présidente américaine a fait l'éloge de l'héritage inégalé de l'actuel locataire de la Maison-Blanche. L'héritage de Joe Biden au cours des 3 dernières années est inégalé dans l'histoire moderne. En un seul mandat, il a déjà dépassé l'héritage de la plupart des présidents qui en ont effectué 2. Je suis le témoin direct du fait que notre président Joe Biden se bat chaque jour pour le peuple américain. Et nous lui sommes profondément reconnaissants pour les services qu'il a rendus à notre nation. Alors que Joe Biden a renoncé à briguer un second mandat, Kamala Harris, 59 ans, pourrait devenir en novembre la première femme à diriger les États-Unis. Mais pour poser ses valises à la Maison-Blanche, elle doit d'abord être désignée candidate par les démocrates, puis battre le républicain Donald Trump en novembre.